Bonjour! Si tu veux réviser ton chapitre de terminale spécialité sur la cinétique chimique, tu es au bon endroit. Je t'ai préparé une vidéo complète découpée en 3 parties. D'abord, une présentation du cours clair dans laquelle on va revoir ensemble toutes les notions essentielles. Ensuite, je t'ai sélectionné une série d'exercices pour bien te montrer pas à pas les méthodes et savoir-faire à parfaitement maîtriser avec tous les corrigés détaillés. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont extraits des sujets officiels du bac. Et enfin, pour finir, un exercice complet du bac sur la cinétique chimique avec un corrigé commenté pour t'entraîner en conditions réelles. Tu peux utiliser le chapitrage de la vidéo pour aller directement vers les parties qui t'intéressent et télécharger le fichier PDF en description avec tous les énoncés de la vidéo. C'est parti! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser ton chapitre sur la cinétique des transformations chimiques. Je vais prendre le temps de bien t'expliquer les points importants du cours à retenir et les méthodes que tu dois bien maîtriser pour pouvoir aborder ensuite des exercices. Pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on s'intéresse aux cinétiques des transformations chimiques? Lorsqu'une transformation chimique a lieu, le passage de l'état initial à l'état final se fait à plus ou moins grande vitesse selon la nature de la réaction chimique et les conditions expérimentales dans lesquelles elle est réalisée. La cinétique chimique, c'est tout simplement l'étude de la vitesse des réactions chimiques. Une transformation chimique est dite rapide s'il n'est pas possible de suivre à l'œil nu ou avec des appareils de mesure l'évolution des quantités de matière entre l'état initial et l'état final. C'est le cas par exemple des réactions acide-base, qui sont en grande majorité quasi instantanées, ou encore des réactions de précipitation. A l'inverse, une transformation chimique est dite lente s'il est possible de suivre à l'œil nu ou avec des appareils de mesure l'évolution des quantités de matière. L'oxydation des ions fer2 par le dioxygène, donnant lieu à la formation de la rouille, est un exemple de réaction lente. On voit donc que toutes les réactions chimiques ne se font pas à la même vitesse. Mais tu vas voir qu'il est possible d'influencer la vitesse d'une réaction, de l'augmenter ou de la diminuer, en jouant sur certains paramètres. De manière générale, retiens que la vitesse d'une réaction dépend de la fréquence à laquelle les réactifs sont mis en contact les uns avec les autres, ce qui est finalement assez intuitif. Plus la probabilité de rencontre entre deux molécules réactives est grande, plus la réaction se fera rapidement. Les deux facteurs cinétiques les plus courants que tu dois retenir sont la température, qui est une grandeur physique mesurant justement l'agitation des molécules, et en toute logique, plus on l'augmente, plus la probabilité de rencontre entre deux molécules réactives augmente. La réaction chimique est donc accélérée. Et la concentration des réactifs, qui est également un facteur cinétique. De la même manière, lorsque l'on augmente la concentration des réactifs, on diminue l'écart moyen entre deux molécules dans le milieu réactionnel. Et du coup, la probabilité de rencontre est plus grande, ce qui a pour conséquence d'augmenter la vitesse de réaction. Il est également possible d'augmenter la vitesse en utilisant ce qu'on appelle un catalyseur. Un catalyseur, c'est une espèce chimique dont la présence dans le milieu réactionnel permet par définition d'augmenter la vitesse de réaction, mais qui n'apparaît pas dans l'équation bilan. Ce n'est donc ni un réactif ni un produit de la réaction. Il permet simplement de faciliter la mise en contact des réactifs. Un exemple de la vie quotidienne, les pots catalytiques présents sur les voitures contiennent des métaux précieux qui permettent d'accélérer les transformations des composés d'échappement vers des composés moins toxiques. Maintenant que l'on a posé les bases, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et s'intéresser aux vitesses volumiques d'apparition et de disparition. Ce sont des grandeurs qui permettent justement de mesurer les variations de la concentration des espèces présentes dans le milieu réactionnel, des réactifs et des produits. D'un point de vue mathématique, mesurer les variations d'une grandeur, c'est calculer sa dérivée. Et graphiquement, la dérivée correspond au coefficient directeur de la tangente, qu'on surnomme aussi parfois la pente. On arrive donc ici sur une première méthode que tu dois bien maîtriser dans ce chapitre. Être capable d'exploiter ces deux types de graphiques pour en déduire une vitesse volumique. Par exemple ici, à une date t, la vitesse d'apparition d'un produit est donc, comme on vient de le dire, égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe, de la concentration de ce réactif en fonction du temps. Je te rappelle la méthode avec les notations ici en vert. Après avoir tracé la tangente à la courbe à la date à laquelle tu souhaites calculer la vitesse, il te suffit simplement de prendre deux points sur la droite, pour lesquels les lectures des abscisses et des ordonnées sont facilitées, et avec lesquels on va pouvoir effectuer ce calcul. La différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses, tout simplement. Lorsque la concentration augmente en fonction du temps, comme ici, on est bien dans le cas d'un produit qui est formé. Et inversement, lorsque la concentration diminue, il s'agit bien d'un réactif qui est consommé à mesure que le temps s'écoule.
Dans le cas de la vitesse de disparition d'un réactif, la dérivée sera donc bien négative, tout comme la pente de la tangente. C'est pour ça qu'on retrouve ici un signe moins, afin d'obtenir une valeur de vitesse volumique positive. Il faut donc que tu saches facilement identifier et exploiter ces graphiques selon si on étudie les variations de la concentration d'un produit ou d'un réactif. Il existe une autre grandeur que tu dois connaître et que l'on utilise lors de l'étude cinétique d'une transformation chimique. C'est le temps de demi-réaction. Dans le cas d'une transformation totale, comme son nom l'indique, le temps de demi-réaction, noté T de 1,5, est la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant initialement présent. Et on arrive ici à une deuxième méthode à bien maîtriser dans ce chapitre et que tu rencontreras dans de nombreux exercices. Comment déterminer le temps de demi-réaction? Il peut se déterminer graphiquement assez facilement. Regarde par exemple ici avec le suivi de l'avancement ou de la concentration d'un produit en fonction du temps. Tu commences tout simplement par tracer l'asymptote horizontale à la courbe, de manière à déterminer, ici, la valeur finale de l'avancement. Tu la divises par 2, puis il suffit de relever l'abscisse du point de la courbe dont l'ordonnée est égale à la moitié de l'avancement maximal. La méthode est évidemment similaire à partir du suivi de la concentration d'un réactif, en divisant cette fois la concentration initiale du réactif par 2. Pour terminer cette vidéo, on va s'intéresser à des réactions particulières, étudiées dans ce chapitre, qui suivent ce qu'on appelle une loi de vitesse d'ordre 1. On dit qu'une réaction chimique suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à un réactif si la vitesse volumique de disparition de ce réactif est proportionnelle à sa concentration, ce qui se traduit avec cette égalité simple, K symbolise la constante de vitesse. Et si on remplace la vitesse volumique de disparition du réactif par son expression présentée précédemment, on se retrouve avec cette équation. Et il s'agit ni plus ni moins d'une équation différentielle homogène d'ordre 1, comme tu as déjà pu en rencontrer dans d'autres chapitres. Lorsque tu auras besoin d'exploiter dans un exercice ou au bac ce type d'équation différentielle, tu seras généralement guidé. La solution de cette équation différentielle, qui est appelée loi d'évolution de la concentration du réactif, est de cette forme-là. On peut alors retrouver, en appliquant le logarithme népérien, que le temps de demi-réaction d'une réaction d'ordre 1 ne dépend pas de la concentration initiale des réactifs. C'est un résultat que tu peux retenir. Et il a cette expression. Cela nous amène à une dernière méthode à bien maîtriser dans ce chapitre. Tu dois être capable d'identifier et de justifier à partir de données expérimentales si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1. Il y a plusieurs manières pour faire ça. Je vais t'en présenter 3. Première possibilité, en vérifiant simplement que la courbe représentant l'évolution de la vitesse volumique de disparition du réactif, en fonction de sa concentration, correspond à une droite passant par l'origine, validant ainsi la proportionnalité. Deuxième possibilité, vérifier que le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale, soit en vérifiant que la concentration est divisée par 2 de manière régulière, à chaque durée correspondant au temps de demi-réaction, soit en vérifiant à partir de plusieurs milieux réactionnels, dans lesquels la concentration initiale en réactif varie, que l'on retrouve bien le même temps de demi-réaction. Dernière possibilité, en exploitant l'équation différentielle présentée précédemment. En passant là encore au logarithme népérien, on retrouve cette expression. Il suffit alors, pour justifier que la réaction chimique suit une loi de vitesse d'ordre 1 selon le réactif R, de vérifier que la courbe représentant l'évolution de ln de R en fonction du temps est une droite. Tu pourras rencontrer ce type de graphique à exploiter dans des exercices de bac par exemple. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser les notions liées à la cinétique des réactions chimiques et plus particulièrement la méthode à suivre pour déterminer la valeur de la vitesse de disparition d'un réactif. C'est un savoir-faire classique qu'on retrouve dans de nombreux sujets de bac, comme dans cet extrait tombé cette année, que je te propose de corriger pas à pas en te faisant bien les rappels de cours importants à retenir. Tu peux mettre pause à tout moment pour essayer de chercher à répondre seul. Tu dois savoir que toutes les transformations chimiques ne se déroulent pas à la même vitesse. On parle de transformations lentes ou rapides, et que des facteurs cinétiques peuvent influer sur ces vitesses. Il existe des méthodes d'analyse qui permettent de déterminer la vitesse volumique, et c'est exactement ça qui est demandé ici. On réalise le suivi cinétique de cette réaction à 2 températures différentes. Après traitement des résultats, on trace l'évolution temporelle de la concentration d'un réactif pour 2 températures choisies. Si on s'intéresse au suivi de la concentration d'un produit, la quantité initiale est donc nulle, égale à 0.
et il s'en forme à mesure de l'avancement de la réaction. On obtient alors ce type d'évolution, que tu dois être capable de reconnaître. On définit les vitesses volumiques d'apparition des produits comme la dérivée de leur concentration en fonction du temps. La vitesse volumique peut alors être déterminée à partir de ce graphique, en donnant l'évolution de l'avancement ou de la concentration en fonction du temps. Pour ça, il suffit de tracer la tangente à la courbe au temps considéré et de déterminer le coefficient directeur de la droite. Le raisonnement est similaire pour déterminer la vitesse volumique de disparition d'un réactif. Et c'est d'ailleurs plus souvent ce suivi-là que tu seras amené à rencontrer en TP ou dans des exercices. On obtient alors cette allure, comme dans l'exercice que l'on va corriger, où la concentration en réactif diminue logiquement à mesure de l'avancement de la réaction. La tangente à la courbe sera alors négative, et c'est pour cette raison, et pour conserver une valeur de vitesse d'apparition positive, qu'on doit bien prendre soin de prendre l'opposé de la dérivée de la concentration par rapport au temps, d'où ce signe moins. Retiens bien que les vitesses volumiques, d'apparition et de disparition, doivent toujours être positives. Avec ces rappels, on peut maintenant s'attaquer tranquillement à la première question, dans laquelle on demande d'exprimer la vitesse volumique de disparition de l'acide ascorbique en fonction de la concentration, puis de déterminer sa valeur à l'instant initial, à la température de 28 degrés Celsius. J'écris que la vitesse volumique de disparition est définie par cette expression. Et j'ai ici pris soin d'utiliser les notations de l'énoncé, que je te surligne. Elle est donc égale à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe, qu'il nous reste à déterminer. Pour ça, pour déterminer le coefficient directeur d'une droite, je te rappelle qu'on va choisir deux points sur la droite, de préférence éloignés l'un de l'autre pour plus de précision, et avec des lectures d'abscisse et d'ordonnées facilitées. Et une fois que tu as retrouvé les coordonnées de deux points, tu peux passer au calcul et déterminer l'opposé de delta y sur delta x, pour retrouver la valeur de la vitesse de disparition de ce réactif à l'instant initial. Petite astuce, tu peux retrouver l'unité du coefficient directeur, qui correspond bien à la vitesse volumique de disparition recherchée, en t'aidant de celle indiquée sur le graphique. Ici, on a bien divisé des moles par litre par des secondes. L'unité, c'est donc tout simplement mol par litre par seconde, qui s'écrit mol, litre moins 1, seconde moins 1. Pour finir, comme souvent dans des études cinétiques, on te demande d'identifier deux facteurs cinétiques de cette réaction. C'est l'occasion de te rappeler qu'à l'échelle microscopique, une transformation chimique a lieu si les réactifs se rencontrent grâce à des collisions conduisant à la formation des produits. Du coup, les paramètres permettant d'augmenter la probabilité de ces collisions sont ce qu'on appelle des facteurs cinétiques. Et ainsi, ils font augmenter la vitesse de la transformation chimique. Ici, on peut identifier deux facteurs cinétiques. Très classique, la température, puisqu'on observe bien sur le graphique que la vitesse de disparition de l'acide ascorbique est plus rapide à 40 degrés Celsius qu'à 28 degrés Celsius. Par exemple, à cet instant, la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente que je te représente en vert est plus grande que celle en bleu. La vitesse volumique de disparition est donc plus élevée. Deuxième facteur cinétique, la concentration. Effectivement, à mesure que les réactifs sont consommés, leur concentration diminue, tout comme la vitesse volumique de disparition. La valeur absolue du coefficient directeur de la tangente, que je te représente à plusieurs dates ici, en pointillé, diminue. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la méthode pour déterminer graphiquement le temps de demi-réaction et réviser la notion de facteur cinétique, qui influe la vitesse d'une réaction chimique. Ça fait partie des savoir-faire à maîtriser pour ton bac, et c'est d'ailleurs à partir d'un extrait de sujet que je vais te réexpliquer simplement la méthode à suivre pour faire ça. L'évolution temporelle d'une transformation chimique peut être suivie à l'aide de courbes représentant l'évolution dans le temps de la concentration d'une espèce, d'un réactif ou d'un produit, ou de l'avancement. Dans cet exercice, on nous donne l'évolution de la concentration de RCl, c'est bien un réactif puisque je vois que sa concentration diminue au fur et à mesure que le temps passe, et il est bien totalement consommé à la fin de la réaction. Pour bien comprendre comment faire ça, je te rappelle la définition du temps de demi-réaction. C'est la durée nécessaire pour atteindre la moitié de l'avancement final. Lorsque la réaction est totale, ce qui est bien le cas ici, ça correspond finalement à la durée nécessaire pour que la quantité de réactif limitant, et donc la concentration,
atteigne la moitié de sa valeur initiale. On peut donc écrire qu'à T égale T de 1,5, la quantité de réactif limitant RCl, et donc la concentration, est divisée par 2. On vient donc chercher sur ce graphique la valeur de la concentration initiale et on la divise par 2. 70 divisé par 2 est égal à 35 mol par mètre cube. Je repère sur l'axe des ordonnées, puis je reporte sur la courbe pour lire l'abscisse de ce point et retrouver que pour une température de 30 degrés Celsius, T de 1,5 est égal à 0,25 minutes. Voilà pour la méthode, tout simplement. Et je vais maintenant refaire exactement la même chose pour le deuxième graphique, qui représente cette fois l'évolution de la concentration en fonction du temps à une température moins élevée de 25 degrés Celsius. Donc même chose, je repère la concentration initiale, 70 mol par mètre cube, je divise par 2 cette valeur pour déterminer par lecture graphique la durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a été consommée. Et on trouve 0,5 minutes. Ces résultats sont parfaitement cohérents et il est du coup facile de les interpréter avec tes connaissances sur les facteurs cinétiques. On constate que lorsque la température augmente, T de 1,5 diminue. Donc on retrouve bien que la température est un facteur cinétique qui réduit la durée de la transformation chimique. Plus la température augmente, plus la réaction chimique se fait rapidement. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer graphiquement un temps de demi-réaction. Bonjour à tous. Comment justifier une loi de vitesse d'ordre 1? C'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo en te présentant 3 méthodes pas à pas pour répondre facilement à cette question qu'on retrouve dans de nombreux exercices et sujets de bac sur le thème de la cinétique chimique. Il faut d'abord, avant de commencer, que tu comprennes bien ce que ça veut dire. Dire que l'évolution de la concentration suit une loi de vitesse d'ordre 1, cela revient finalement à dire que la vitesse est proportionnelle à la concentration. Lorsqu'on s'intéresse à un réactif, cela implique que sa vitesse de disparition est égale à K fois la concentration de ce réactif, avec K, le coefficient de proportionnalité, qu'on appelle constante de vitesse. C'est à partir de données expérimentales, comme par exemple ici le suivi de la concentration du réactif en fonction du temps, que tu dois être capable d'identifier ce type d'évolution. On reconnaît ici bien une courbe caractéristique d'évolution de la concentration d'un réactif, appelée dans ce sujet PLA, qui diminue en fonction du temps, à mesure de l'avancement de la réaction. Et on nous donne également un tableau de résultats dans lequel on repère ici VD, la vitesse volumique de disparition du PLA, et la concentration. Il y a donc plusieurs méthodes possibles d'exploiter les informations de l'énoncé pour justifier que cette évolution suit une loi de vitesse d'ordre 1. La plus simple, c'est d'exploiter les données de ce tableau en calculant le coefficient de proportionnalité entre la vitesse volumique de disparition et la concentration à chaque date, et de vérifier qu'il est bien constant. C'est ce que j'ai fait ici, dans ce tableau. Après avoir fait ces calculs, on peut dire que comme la valeur de K est sensiblement la même à chaque date, on peut admettre que l'évolution de la concentration en PLA suit bien une loi d'ordre 1, et on répond ainsi à la question. Mais comme je viens de te le dire, il existe différentes méthodes pour vérifier qu'une loi de vitesse est d'ordre 1, que je vais te présenter pour que tu saches t'adapter en fonction des exercices et des situations que tu vas rencontrer. Une autre possibilité, ici, c'est de tracer la courbe représentant l'évolution de la vitesse de disparition du réactif en fonction de la concentration. Cette technique permet aussi de vérifier que le nuage de points obtenu peut être modélisé par une fonction linéaire, autrement dit, une droite passant par l'origine du repère. On justifie de cette manière la proportionnalité entre ces deux grandeurs et la loi de vitesse d'ordre 1. Une troisième méthode était possible, un peu plus technique, pour réinvestir différentes notions de ce chapitre en exploitant ce graphique et en utilisant le temps de demi-réaction. En considérant ici que la réaction est totale et que le PLA est un réactif limitant, on pouvait facilement retrouver graphiquement T de 1,5, qui, je te le rappelle, est le temps nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant présent initialement. Et pour vérifier que la concentration en PLA suit une loi d'ordre 1 à partir de T de 1,5, il suffit de vérifier qu'il ne dépend pas de la concentration initiale du réactif pour différentes compositions du mélange. Ce qui revient finalement à vérifier sur ce graphique que la concentration est divisée par 2
de manière régulière à chaque durée correspondant au temps de demi-réaction. On va le faire ici ensemble pour que tu comprennes bien. Donc, une fois T2,5 est repéré ici, je vérifie qu'à 2 fois T2,5, donc là, la concentration est à nouveau divisée par 2. Et c'est bien le cas. On passe de 0,5 à 0,25 millimoles par litre. Et je peux le vérifier à nouveau. À partir d'ici, en ajoutant encore T2,5, donc à 3 fois T2,5, on retrouve une concentration à nouveau divisée par 2 pendant cette durée T2,5. Avec cette méthode, on vérifie ainsi bien que la concentration en PLA suit une loi de vitesse d'ordre 1. Je t'ai préparé une vidéo complète pour que tu puisses réviser la notion de mécanisme réactionnel et la représentation des flèches courbes. Je te propose de commencer par construire ensemble une petite fiche de révision, puis on corrigera ensuite 2 extraits de sujet de bac pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire. C'est parti. L'équation bilan d'une réaction chimique qu'on a l'habitude d'écrire, c'est en fait le bilan de plusieurs étapes qui se déroulent à l'échelle microscopique. Et le mécanisme réactionnel, c'est ce qu'on utilise pour décrire ces différentes étapes. Il permet donc de rendre compte de la formation et de la rupture de liaison au cours de la réaction. Et il permet d'ailleurs aussi d'expliquer l'influence des facteurs cinétiques. À chaque étape du mécanisme réactionnel, les mouvements de doublet d'électrons sont schématisés par des petites flèches courbes, et c'est justement ça que tu dois savoir représenter et qu'on te demandera dans des exercices. Retiens que lors de la formation d'une liaison covalente, la flèche courbe part toujours du site donneur de doublet d'électrons pour aller vers le site accepteur. Et lors de la rupture d'une liaison, la flèche courbe part tout simplement de la liaison qui se rompt vers l'atome qui l'emporte. C'est généralement l'atome le plus électronégatif. Je vais revenir sur les notions de site donneur et de site accepteur, puisque c'est leur présence qui permet d'expliquer les mécanismes réactionnels. Ce que tu dois retenir, c'est que ce qu'on appelle site donneur d'électrons, c'est en fait une zone où il y a une forte densité d'électrons. On parle aussi de site riche en électrons. Pour t'aider à les repérer, il faudra rechercher un atome porteur de doublet non liant, une liaison polarisée ou encore une liaison multiple. Ce sont bien à chaque fois des sites riches en électrons. Je t'ai remis ici quelques exemples, mais ils ne sont pas à retenir par cœur. Un site donneur va en quelque sorte attaquer un site accepteur. C'est d'ailleurs ce que l'on cherche à représenter avec la flèche courbe. Alors un site accepteur, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement l'inverse, c'est-à-dire un site pauvre en électrons. Pour les identifier, on cherchera un atome porteur d'une lacune électronique ou qui porte une charge positive, qu'elle soit partielle ou non. On retrouvera donc bien, lors des études de mécanismes réactionnels, la notion d'électronégativité et de liaison polarisée pour pouvoir déterminer les sites donneurs et accepteurs d'électrons. Mais tu vas voir que c'est finalement assez facile de les identifier, si on prend bien le temps de regarder l'étape du mécanisme réactionnel qu'on te donnera. On va reprendre cet exemple pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire en suivant 3 étapes simples, qui permettent de retrouver et de représenter les flèches courbes sur une étape d'un mécanisme réactionnel. Première étape, il faut repérer du côté des produits la nouvelle liaison qui est formée. Elle est ici. Ensuite, deuxième étape, repère du côté des réactifs, cette fois, le site donneur d'électrons pour former cette liaison. C'est facile ici d'identifier l'atome d'oxygène, chargé négativement, autour duquel il y a bien une forte densité d'électrons. Je prends soin ici de repasser en rouge le doublet à partir duquel la flèche courbe partira. Ensuite, le site accepteur, ici c'est l'atome d'hydrogène, qui est appauvri en électrons puisqu'il est engagé dans une liaison polarisée, HF, où l'atome de fluor est nettement plus électronégatif et attirera donc plus les électrons vers lui. L'atome d'hydrogène porte une charge partielle positive, mais il n'est pas indispensable de l'indiquer. On termine avec la troisième et la dernière étape, en traçant les flèches courbes nécessaires, qui seront bien toujours tracées du côté des réactifs. Lors de la formation de la liaison, on vient de le dire, on part du site donneur vers le site accepteur. Il faut également bien penser à vérifier si cette formation entraîne une rupture de liaison, ce qui est bien le cas ici. On peut facilement voir que la liaison HF a été rompue. Pour modéliser cette rupture, on représentera une deuxième flèche courbe qui part de la liaison qui se rompt vers l'atome qui emporte le doublet d'électrons, l'atome de fluor. Pour vérifier que tu as bien compris, je te propose de terminer en t'entraînant avec 2 questions extraites de sujet de bac. Je t'ai remis ici la méthode et je te laisse le soin de mettre pause sur la vidéo avant de le corriger en détail ensemble.
commence tranquillement par regarder du côté des produits pour identifier la nouvelle liaison formée. C'est celle-ci, entre l'atome d'oxygène et d'hydrogène. Du coup, je repasse du côté des réactifs pour identifier le site donneur, riche en électrons, et accepteur, pauvre en électrons, qui a donné lieu à la formation de cette nouvelle liaison. Je retrouve facilement ici l'atome d'oxygène et ses doublets non liants, c'est le site donneur. Et ici le site accepteur, H+, porteur d'une lacune électronique. Je termine tout simplement en représentant la flèche courbe du site donneur vers le site accepteur. Et ici, en analysant bien, on remarque qu'il n'y a pas de rupture de liaison conséquente à cette formation. Il n'y avait donc qu'une seule flèche courbe à représenter. Pour le deuxième exercice, un petit peu plus long puisqu'il y avait 3 étapes à compléter, mais rien de compliqué pour autant en suivant bien la méthode. Étape A, je commence par bien analyser les différences entre les réactifs et les produits, de manière à repérer qu'ici, on a une nouvelle liaison qui est créée entre l'atome de carbone et d'oxygène. C'est bien toujours du côté des réactifs qu'on représente les flèches courbes. Donc c'est de ce côté-là que je cherche à identifier le site donneur d'électrons. C'est cet atome d'oxygène, avec ses 3 doublets non liants autour de lui. Il y a donc bien une forte densité d'électrons. Puis je cherche le site accepteur. C'est cet atome de carbone, engagé dans une liaison multiple CO qui est polarisé. L'atome de carbone est appauvri en électrons, car il est moins électronégatif que l'oxygène, donc porteur d'une charge partielle positive, même s'il n'est pas nécessaire de l'indiquer ici. Je représente toujours la flèche courbe du site donneur vers le site accepteur. Attention, l'analyse de cette étape permet également de repérer que la formation de cette nouvelle liaison a engendré la rupture de la liaison double CO. Regarde bien ici, il n'y a plus une double liaison entre l'atome de carbone et cet atome d'oxygène, mais bien une liaison simple. Et c'est l'atome d'oxygène qui a emporté l'un des doublets d'électrons de la liaison double. Il faut donc également penser, ici, à représenter aussi ce mouvement de doublet d'électrons par cette deuxième flèche courbe pour rendre compte du mécanisme réactionnel. Je passe à l'étape B. Du côté des produits, je retrouve ici une nouvelle liaison formée, une liaison multiple entre l'atome de carbone et d'oxygène. Je repasse du côté des réactifs pour identifier ici le site donneur, puis le site accepteur. Je représente la flèche courbe, mais attention, cette formation de liaison a provoqué une rupture. Je vois bien qu'à droite, il y a 2 produits. La rupture se fait ici, et c'est l'atome d'oxygène qui emporte le doublet d'électrons. Je représente bien la flèche courbe correspondante, comme tout à l'heure. Dernière étape, l'étape C. Ici, il y a la nouvelle liaison formée entre l'oxygène et l'hydrogène. Ici, le site donneur, riche en électrons, puis le site accepteur, pauvre en électrons. C'est l'atome d'hydrogène qui est engagé dans une liaison polarisée. Je vérifie bien et je vois que la formation de cette nouvelle liaison a provoqué la rupture de celle-ci, entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Et c'est bien l'oxygène qui a emporté avec lui le doublet d'électrons. Je complète donc avec la deuxième flèche courbe nécessaire pour représenter la rupture de liaison. Et voilà, j'espère que tu es maintenant plus à l'aise avec ces notions. Si tu veux réviser ton chapitre sur la cinétique des transformations chimiques, tu es au bon endroit. Je te propose une correction détaillée d'un exercice du bac complet dans lequel je vais te faire des rappels de cours et bien t'expliquer les méthodes que tu dois maîtriser. On va parler de temps de demi-réaction, de loi de vitesse d'ordre 1 et de pH. Comme d'habitude, tu retrouveras le sujet à télécharger en description si besoin, et je t'encourage à d'abord essayer de le faire seul. Cet exercice s'intéresse au suivi cinétique de la décoloration d'une forme basique de la phénylphtaléine, de couleur rose, qu'on a l'habitude d'utiliser comme indicateur coloré pour repérer l'équivalence lors d'un titrage acido-basique. Prêt? Alors on attaque tout de suite avec la première question. Préciser la signification du pictogramme de sécurité associé à la phénylphtaléine. Et on demande de justifier l'un des critères de choix des conditions expérimentales. C'est l'un des pictogrammes de sécurité que l'on rencontre le plus souvent. Sa signification, c'est tout simplement dangereux pour la santé. Pour être un peu plus précis, mais ce n'est pas à connaître par cœur, les mentions de danger associées à son utilisation sont les suivantes. La phénylphtaléine est susceptible d'induire des anomalies génétiques, de provoquer un cancer et est susceptible de nuire à la fertilité. Par contre, il ne fallait pas oublier de répondre à la deuxième partie de la question et de justifier l'un des critères de choix des conditions expérimentales. Pour ça,
Une relecture attentive de cette partie-là du sujet pouvait être nécessaire. Ce pictogramme de sécurité permet de justifier l'utilisation d'une faible concentration, de 1,6 x 10 exposant moins 3 mol par litre, qui est bien inférieur à 3 x 10 exposant moins 2 mol par litre, qui permet de minimiser les risques. On continue avec la question 2. On demande d'estimer la valeur du pH de la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium utilisée dans l'expérience et de commenter cette valeur. Pour répondre à cette question, il fallait se souvenir de cette relation que tu as vue en cours entre le pH et la concentration en ion oxonium H3O+. Comme toujours, on te rappelle dans les données la concentration standard égale à 1 mol par litre. Par contre, dans l'énoncé, c'est la concentration en ion hydroxyde qui est donnée, ici, mais on ne connaît pas celle en ion oxonium. Il fallait donc utiliser une deuxième relation qui permet de les lier, le produit ionique de l'eau. C'est lui qui permet d'en déduire facilement l'expression de la concentration en H3O+, en divisant par la concentration en H- de chaque côté du signe égal, comme je te le montre ici. Puis du coup, ça permet de calculer la valeur du pH. La valeur de Ke à 25 degrés Celsius est également rappelée dans l'énoncé. C'était aussi un moyen pour toi de te souvenir qu'en l'exploitant, on pouvait retrouver la concentration en H3O+. Après application numérique, et en ne conservant que deux chiffres significatifs, on trouve que le pH est égal à 14. On n'oublie pas de commenter ce résultat comme cela est explicitement demandé dans la question. On peut donc simplement commenter en précisant que cette solution est effectivement très basique, avec un pH supérieur à 12, ce qui permet du coup l'étude cinétique de la réaction de décoloration, qui sera progressive, car les ions P2- réagissent lentement avec les ions hydroxyde pour former des ions POH3-. On enchaîne tranquillement avec la question 3. Montrer qu'une fois que la solution de phénolphtaléine a été introduite dans la solution d'hydroxyde de sodium à la date t égale 0 secondes, la concentration des ions P2- est égale à 2,6 x 10 exposant moins 5 mol par litre. La difficulté ici, c'était de bien analyser l'énoncé et plus particulièrement le protocole expérimental, pour pouvoir extraire les informations utiles permettant de calculer la concentration demandée. La concentration finale, après le mélange, elle est donnée par cette relation. La concentration est égale à la quantité de matière de soluté introduite divisée par le volume total de solution. La quantité de matière en ion P2- introduite, on peut la calculer à partir de sa concentration et du volume introduit, que j'ai noté V0 et qui est égal à 0,50 ml. Dans le bécher, le volume total de solution, c'est donc la somme des 30 ml, la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, et des 0,50 ml de solution basique de phénylphtaléine qui sont ajoutés. En veillant bien comme toujours à l'homogénéité des unités, avec ici les volumes exprimés en litres, on retrouve bien, après application numérique, le résultat attendu, mission accomplie. Et on termine ainsi cette première partie de l'exercice avec l'étude des conditions initiales, et on va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet avec la deuxième partie et l'étude cinétique de la décoloration. Question 4. Expliquez en quoi les résultats expérimentaux donnés en figure 1 sont compatibles avec cette hypothèse. Et on nous met à disposition pour faire ça le tracé de l'évolution de la vitesse de disparition de l'ion P2-, qui est un réactif, en fonction de sa concentration. Je vais commencer par te rappeler cette définition du cours dont tu avais besoin pour pouvoir répondre à cette question. Dire que l'évolution de la concentration d'un réactif suit une loi de vitesse d'ordre 1, cela veut dire que sa vitesse de disparition est proportionnelle à la concentration. Ce qui peut se traduire par cette relation, avec petit k un coefficient de proportionnalité, tout simplement. Maintenant qu'on a rappelé ça, c'est tout de suite plus facile d'exploiter ce graphique. On peut simplement dire que le graphique représentant la vitesse de disparition de l'ion P2- en fonction de sa concentration présente un nuage de points qui semble aligné avec l'origine du repère, et du coup que cela confirme la proportionnalité qui est attendue entre cette vitesse et la concentration. Et on valide ainsi l'hypothèse que l'évolution de la concentration suit une loi de vitesse d'ordre 1. La question 5 est la suite logique. Elle demande de déterminer le coefficient petit k. Une question assez facile. On a une droite et on veut calculer son coefficient directeur. Pour plus de rigueur, on peut commencer par préciser que le coefficient k
correspond au coefficient directeur de la droite, modélisant le nuage de points. Ensuite, pense à bien détailler ton raisonnement dans ce genre de questions. Lors d'un contrôle ou le jour du bac, à partir du moment où tu auras des lectures graphiques, il y aura toujours une tolérance liée aux lectures des abscisses et des ordonnées. L'important ici, c'est donc surtout de bien expliquer la méthode suivie pour montrer que tu la maîtrises. J'indique donc qu'on trace la droite moyenne et qu'on choisit 2 points sur cette droite pour calculer le coefficient directeur. Il est préférable de choisir des points qui sont suffisamment éloignés l'un de l'autre et qui ne sont pas forcément des points expérimentaux. On préférera également un choix de points avec des lectures d'abscisse ou d'ordonnées facilitées. Avec tout ça, on va pouvoir effectuer le calcul, un coefficient directeur pour se calculer delta y sur delta x, la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. J'ai pris soin d'indiquer les unités dans l'application numérique, qui sont bien précisées sur le graphique, mais ce n'est pas obligatoire. C'est par contre un très bon moyen pour pouvoir retrouver celle de petit k, puisqu'on voit bien qu'en termes d'unités, mol par litre se simplifie au numérateur et au dénominateur. On trouve ainsi que petit k est égal à 6,0 fois 10 exposant moins 3 seconde moins 1, c'est son unité. Et il ne faut pas oublier de la préciser. On arrive déjà à la question 6, dans laquelle on demande de déterminer, à partir de la figure 2, la valeur de la vitesse volumique de disparition de la forme P2-, à la date t égale 200 secondes. Et il est demandé de faire apparaître la construction effectuée sur le graphique. Là encore, je vais commencer par une définition de ton cours. La vitesse volumique de disparition d'un réactif, elle se calcule à partir de la dérivée temporelle de la concentration en quantité de matière du réactif. Attention, la vitesse de disparition, c'est une vitesse, doit être positive. Alors que comme tu l'as certainement déjà deviné, la dérivée, elle est négative, car la concentration du réactif diminue, il est consommé. C'est pour ça qu'on retrouve un signe moins devant cette dérivée dans la formule de la vitesse volumique de disparition. Je te fais également un rappel mathématique dont tu as besoin ici pour calculer cette vitesse. Le nombre dérivé, noté habituellement en maths f' de x, en un point x d'une courbe représentant une fonction f de x, il est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. C'est pour ça qu'ici, pour déterminer cette vitesse, à la date t égale 200 secondes, eh bien il faut commencer par tracer la tangente à la courbe à cette date-là, à t égale 200 secondes. Puis on va venir déterminer l'opposé de son coefficient directeur pour avoir une vitesse positive, comme on l'a dit juste avant. On parle aussi parfois de pente, à la place de coefficient directeur. Pour faire ça, une fois que la tangente est tracée, on va donc utiliser exactement la même méthode qu'à la question précédente. Le choix de 2 points sur la droite, on relève leurs coordonnées, abscisse et ordonnées, et on utilise cette relation pour calculer le coefficient directeur, delta y sur delta x. Sans oublier le signe moins, puisque comme on l'a déjà expliqué, la vitesse volumique de disparition pour un réactif est égale à l'opposé du coefficient directeur pour obtenir une valeur positive. On exprimera bien le résultat du calcul avec son unité, mol, litre-1, seconde-1, que tu peux retrouver si tu l'as oublié en divisant les unités, que tu retrouves sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, tout simplement. Question 7. Indiquez en justifiant la réponse l'évolution de cette vitesse au cours du temps. Cette question est là aussi une suite logique de la précédente, qui invite le candidat à observer l'évolution de ce coefficient directeur, c'est-à-dire l'évolution de la pente de la tangente à la courbe en fonction du temps. Alors on peut facilement remarquer qu'avec le temps, la tangente à la courbe devient de plus en plus horizontale, comme je te le montre ici avec 2 autres tracés, ce qui implique une diminution du coefficient directeur qui va tendre vers 0. On en déduit que la vitesse de disparition, de P de moins, diminue au cours du temps. La pente diminue, donc la vitesse diminue, tout simplement. Pour aller un peu plus loin et faire encore un lien avec ton cours, cela s'explique par le fait que la concentration en réactif diminue au cours du temps, car il est consommé. Du coup, la probabilité de collision efficace entre les molécules diminue lorsque le nombre de molécules de réactifs disponibles devient plus faible. On passe à la question 8. Définir le temps de demi-réaction et estimer sa valeur dans le cas de cette transformation chimique qui est considérée totale. Encore une question très classique à parfaitement maîtriser. Le temps de demi-réaction peut être défini comme ça.
C'est la durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale. Comme cela a été précisé dans le sujet, dans cette partie, les ions H- sont en large excès par rapport à P2-. Du coup, on peut facilement en déduire que P2- est le réactif limitant et qu'à la date T égale 1,5, la concentration en P2-, eh bien c'est la concentration initiale divisée par 2. On va donc chercher sur le graphique la concentration initiale au plus haut de la courbe qu'on va venir diviser par 2. Puis, on projette sur la courbe pour aller chercher l'abscisse du point dont l'ordonnée correspond à la concentration initiale en P2- divisé par 2, comme je te le montre ici. Autrement dit, à quel instant il a été consommé de moitié. C'est ça qu'on cherche. On trouve que T de 1,5 égale 120 secondes. Si tu es arrivé jusque-là, je te félicite pour ta concentration. Encore un petit effort pour finir de bien réviser ces notions sur la cinétique chimique avec les 3 dernières questions. En préambule de la question 9, on nous précise que la concentration en ion P2- suit cette loi, avec cette équation. Et vient ensuite la consigne qui demande de déterminer une relation entre K et T de 1,5. Il s'agit ici de démontrer un résultat que tu as déjà vu en classe. Mais comme on te demande de déterminer la relation, cela veut dire qu'on attend du candidat les différentes étapes de calcul, à partir de l'équation qui est donnée dans l'énoncé. On va donc procéder tranquillement par étapes pour que tu comprennes bien et que tu saches le refaire seul ensuite. Pour faire apparaître T de 1,5, qu'on veut donc retrouver à la fin, je commence tout simplement par recopier la relation donnée dans l'énoncé à la date T de 1,5, en remplaçant tout simplement T par T de 1,5. Ensuite, il fallait se servir de cette égalité. À T égale T de 1,5, on sait que la concentration en P2- est égale à la concentration initiale divisée par 2. La moitié du réactif limitant a été consommée. Je vais donc utiliser cette relation. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir simplifier par la concentration en P2- initiale en divisant de chaque côté du signe égal, comme je te le montre ici. Et là, c'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à manipuler cette relation pour pouvoir exprimer T de 1,5, c'est-à-dire avoir T de 1,5 égale quelque chose seul d'un côté du signe égal. Je commence par prendre le logarithme népérien de chaque membre, de manière à sortir le T de 1,5 de l'exponentielle. Car ln de exponentielle de moins k fois T de 1,5, c'est égal à moins k fois T de 1,5. Ensuite, on va utiliser cette propriété du logarithme népérien. Ln de 1 sur a est égal à moins ln de a, pour pouvoir réécrire le membre de gauche. Il ne reste plus qu'à diviser par moins k, de part et d'autre du signe égal, pour retrouver l'expression recherchée. T de 1,5 est égal à ln de 2 divisé par k. Et c'est là l'occasion de te rappeler que cette relation montre que pour une réaction d'ordre 1, comme celle qu'on étudie ici, eh bien le temps de demi-réaction il est indépendant de la concentration initiale du réactif. Et il ne dépend que de la constante de vitesse. Si K est élevé, la réaction est rapide, et T de 1,5 sera plus faible. Et inversement, si K est faible, pour une réaction plus lente, le temps de demi-réaction sera lui alors plus grand. Dans la question qui suit, on va réaliser une application numérique pour calculer et comparer la valeur de T de 1,5 obtenue avec cette relation avec la valeur qu'on avait trouvée à la question 8, sans oublier de commenter le résultat, comme cela a été demandé. Si on prend soin de ne conserver que 2 chiffres significatifs, on trouve ce résultat pour K, qui est tout à fait en accord avec la valeur trouvée à la question 8 de 120 secondes. Et on y arrive, dernière question. Commenter la valeur de T de 1,5 obtenue au regard de l'utilisation de la phénylphtaléine comme indicateur coloré de certains titrages de solutions acides. On retrouve souvent ce genre de questions à la fin des exercices du bac, pour faire réfléchir les élèves sur le contexte et l'interprétation des résultats obtenus. La valeur élevée de T de 1,5, 120 secondes, montre que cette réaction de décoloration de la phénylphtaléine est plutôt lente, et il ne faut pas perdre de vue que lors d'un titrage d'un acide par une base, après l'équivalence, le milieu est basique, donc la solution rose deviendra incolore petit à petit. Mais on peut dire qu'au regard des résultats obtenus lors de cette étude, cela laisse suffisamment de temps, lors des titrages de solutions acides, pour observer la coloration rose au point d'équivalence, même si la solution devient très basique avec un pH supérieur à 12. Bravo, tu viens de réviser des notions clés de la cinétique chimique, indispensables pour ton bac. Continue comme ça, et je te souhaite évidemment bon courage pour la suite de tes révisions.
et toute la réussite que tu mérites. À bientôt!